maternelle, et les enfants qui prennent les jeunes filles qui décèdent à cause des complications des avortements. Dans ce contexte, nous sommes à côté du ministère de la Santé publique et nous invitons pratiquement toute l'équipe du RENAE à compter sur le ministère, bien sûr. Je sais que le ministre va le dire, mais comme le Forum de la société civile est un bras technique du ministère de la Santé, donc je le dis d'emblée, vous pouvez compter sur le ministère et ses partenaires, dont le Forum de la société civile à 100%, qui sont debout à côté de vous pour ce travail noble que vous êtes en train de réaliser pour protéger les jeunes et les jeunes filles d'une manière plus particulière. Dans ce sens, je voudrais donc encore une fois confirmer au RENAE que vous pouvez disposer complètement des expertises, de la collaboration et du partenariat total du Forum de la société civile dans tous vos mandats et dans cette grande mobilisation que vous avez entrepris pour mettre les jeunes au devant de la scène pour pouvoir jouer leur rôle au point de vue leadership et également au point de vue participation civique dans le développement du pays. Merci beaucoup. Merci. Merci aux représentants du Forum de la société civile, M. Fritz Moïse. Mesdames, Messieurs, partenaires officiels de cette initiative, l'ONU-SIDA accompagne depuis de nombreuses années les dynamiques de prévention, de sensibilisation et de lutte contre les inégalités en matière de santé, VIH, VBG entre autres, en particulier auprès des jeunes et des groupes les plus vulnérables. Sa présence ici témoigne de son engagement constant en faveur des droits humains et de l'accès à l'information. C'est donc avec plaisir que je vous invite à accueillir les propos du représentant de l'ONU-SIDA en Haïti, Dr. Christian Poirier. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Excellence Madame la ministre à la Condition féminine, droits des femmes, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé, Monsieur le président du Forum, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le représentant de l'ambassade de Taïwan en Haïti, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Haïti, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO en Haïti, mon cher collègue, Monsieur le représentant de UNFPA en Haïti, chers collègues du système des Nations Unies dans toute votre diversité. La liste est longue, ça sera un peu, je risque d'oublier quelques-uns. Je ne vais pas faire un discours, mais je voudrais juste, Monsieur le ministre, Madame la ministre, si vous me le permettez, rendre hommage à mes co-sponsors. Parce que l'ONU-SIDA est un programme commun. Et notre valeur ajoutée réside en la division du travail et l'intervention et l'implication des co-sponsors. C'est pour ça que je voudrais, s'il vous plaît, saluer la présence de mon collègue de l'UNFPA, le docteur Jean-Pierre Makelele, que vous connaissez tous peut-être. Jean-Pierre, si tu peux te lever. Je voudrais ensuite, merci Jean-Pierre, ensuite rendre hommage à ma collègue de l'ONU Femmes, Marie Goretti, si elle peut se présenter. Je voudrais également rendre un hommage à mon collègue Eric, avec lequel on a co-créé cette activité avec les jeunes. Eric, représentant de l'UNESCO. Je vais pas autoriser à la coordinatrice résidente de se lever parce que c'est elle qui va présenter le discours des Nations Unies. Je voudrais simplement saisir cette opportunité pour remercier les autorités, le ministre de la Santé, Madame la ministre à la Condition féminine, parce que vous nous donnez cette occasion de donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer et de co-créer cette activité et de leur donner un rôle dans cette activité primordiale qui est la prévention, tellement chère au ministre de la Santé, qui concerne la prévention auprès des jeunes. Vous savez, le VIH, si on veut mettre fin au VIH, il ne faut pas qu'on attende que les gens soient infectés et qu'ils viennent dans les hôpitaux. Et donc, pour nous, l'ONU-SIDA, mettre fin au VIH, c'est casser l'alimentation de la marmite, c'est-à-dire qu'on brise les nouvelles infections. Et pour briser ces nouvelles infections, il faudrait qu'on sorte en dehors des hôpitaux et qu'on vienne rentrer dans les communautés et qu'on aille toucher les gens là où ils sont. Et c'est pour cette raison
que l'ONU-SIDA, avec ses co-sponsors, soutient dans cette activité des universitaires, parce que vous savez, c'est les 15-24 ans, c'est les 15-35 ans, et ça constitue en Haïti 5600 nouvelles infections par an. Et donc, si on arrive à toucher cette cible, on a l'espoir qu'on pourra arriver à atteindre la fin du VIH d'ici 2030. Je voulais juste terminer par coïncidence d'agenda. L'ONU-SIDA vient de lancer le rapport mondial des chiffres qui montrent un peu la tendance. Il y a 3 messages principaux. On n'est pas sur la bonne voie de manière globale au niveau mondial pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a quand même la question des financements globaux qui diminue, mais également aussi la question de la prévention et des connaissances qui réduit au niveau des populations qui n'ont jamais connu le VIH. Donc, double action, diversification des sources de financement pour continuer pour pérenniser la réponse. Ça, on y travaille aux côtés du ministère de la Santé, mais également intensifier et faire une révolution de la prévention. Donc, je vais terminer simplement pour féliciter l'équipe du RENAE sous leur leadership. Et comme je dis encore, c'est une co-création. Et tout ce qui se passe ce matin, c'est sous le leadership donc, de la jeunesse. Et donc, encore une fois, on confirme notre engagement pour les accompagner. Je vous remercie. Merci aux représentants de l'ONU-SIDA en Haïti. Moi, j'ai invité nous-mêmes qui suivent nous sur la plateforme Renae Facebook pour nous capables de partager live que nous gagnons dans 4 activités. Nous-mêmes qui l'avons, nous devons prendre le téléphone, nous aller sur la page Renae et puis partager live pour plus de monde capable de visualiser l'activité. Nous allons maintenant apprécier l'allocution de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Ulrika Richardson, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Madame la ministre à la condition féminine et les droits des femmes, Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, chers membres de corps diplomatique, chers représentants de la société civile, des autres institutions publiques qui sont présents ici, chers Christian Moala, cher Eric, cher Goretti, cher Jean-Pierre, chers collègues aussi de BINU et toute la famille qui sont ici aujourd'hui des Nations Unies, chers participants, chers jeunes, chers aussi participants peut-être moins jeunes que moi, mais de toute façon, vous êtes très, très bienvenus. C'est un grand plaisir que je prends la parole ce matin pour renforcer la pertinence de ce dialogue intergénérationnel sur les défis auxquels les Haïtiens sont confrontés aujourd'hui. Je dirais aussi, je pense que c'est une opportunité aussi avoir un dialogue sur les opportunités qui existent. Et moi, je pense qu'ils sont plusieurs. Et on sait que Haïti passe par une crise très profonde, multidimensionnelle, donc les racines sont plusieurs. Au début, les racines sont pas, c'est pas un contexte humanitaire, c'est pas une crise humanitaire. La crise humanitaire, en effet, c'est la conséquence des autres défis qui font face le pays. Et là, par exemple, la pauvreté, l'inégalité auprès d'accès des services de base et évidemment une économie qui n'a pas tous les moyens pour pouvoir donc appuyer des services de base qui sont vraiment disponibles et de haute qualité pour toute la population, sans distinction. Et donc, évidemment, quand on a une situation de crise multidimensionnelle comme aujourd'hui, comme je disais, qui a vraiment beaucoup de différentes dimensions et qui est très dynamique, évidemment, les plus vulnérables, normalement, payent le prix le plus élevé.
Et donc, et aussi, on voit que tout le travail de prévention que vient avait parlé Christian Moala est aussi quelque chose qu'on met normalement à côté parce qu'on n'a ni les ressources ni le temps parce qu'on travaille tellement dans la réponse. Et donc, il faut vraiment tourner cette équation. En effet, il faut travailler sur les deux aspects en même temps. Il faut travailler dans la réponse, mais aussi à la prévention. Et ça, c'est un défi, surtout quand on travaille dans un contexte de crise très profonde, très aiguë, avec des urgences à la quotidien qui donc efface une grande partie de la population. Et donc, quand on regarde les défis d'Haïti aujourd'hui, et comme moi, je préfère normalement parler des opportunités, mais les opportunités sont nées normalement dans les défis. Et donc, on voit que la jeunesse joue un rôle absolument fondamental. Parce qu'on sait que la jeunesse peut être un moteur de la société, un moteur pour les changements et normalement pour les changements pour quelque chose de mieux. Et donc, cet engagement avec les jeunes, mais aussi avec un dialogue avec les moins jeunes, c'est très important. Donc, je salue vraiment cet effort, qui est un effort de plusieurs agences du système des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle une initiative conjointe, mais surtout avec un fort leadership du pays. Et là, quand je parle de leadership du pays, évidemment, les structures de transition, le gouvernement, les ministres, mais aussi la société civile. Et donc, cette combinaison est tellement importante pour pouvoir donc créer quelque chose de nouveau, créer des changements et faire naître un changement pour le mieux. Et on n'a pas le temps à perdre. Et donc, je suis assez... il y a beaucoup d'espoir cette semaine, malgré tous les défis. Et on a hier, avec la ministre à la condition féminine, on a lancé et validé les procédures opérationnelles standards pour tout ce qui est la réponse survivante de VBG et de violences sexuelles, mais aussi pour la prévention. Ça, c'est une milestone très, très importante, une étape très importante, aussi avec une forte implication des Nations Unies. Et la semaine passée, on a lancé, avec le ministre de Santé et Population, on a lancé, si je ne me trompe pas, le groupe de travail de santé dans l'urgence. Aussi avec un focus sur tout ce qui est la réponse et la prévention de VBG, mais aussi tout ce qui est le VIH et évidemment les grossesses précoces. Et on sait qu'ils sont là. L'autre jour, j'ai reçu un rapport d'un visite qu'on avait fait à Belader. Il y avait un site de déplacés, il y avait une jeune fille de 14 ans, enceinte, et qui aussi avait attrapé le VIH. Ça, c'est un exemple. Il y en a plusieurs. Et donc, on n'a pas le temps à perdre. Donc, pour moi, je salue cet événement. Je voudrais aussi dire que pour Nations Unies, on reste évidemment à côté de la population, à côté du pays, à côté des structures et des autorités de la transition. Et nous sommes encore plus renforcés dans notre promesse de travailler avec le pays, main dans la main, à côté de la population. On est aussi renforcé par le pacte de l'avenir, pour l'avenir, qui était signé par tous les États membres des Nations Unies l'année passée. Haïti aussi l'a signé. Et cette affirmation d'Haïti, c'est aussi une affirmation pour le multilatéralisme. C'est une affirmation aussi, pas seulement pour un futur et le paix durable et pour le développement durable, et avoir vraiment un progrès qui est inclusif et qui exclut personne, mais aussi de mettre les jeunes au centre de la conversation. Le pacte pour l'avenir, et je vous encourage de le lire, surtout les jeunes, parce que ça vous concerne
beaucoup. Tous les pays États membres des Nations Unies l'ont signé. Et c'est vraiment, ça met les jeunes au centre, dans la prise de décision, dans les opérations, dans les activités, et surtout dans le dialogue national. Et nous savons tous, autant que ça c'est important, stratégique, ça va au cœur de la situation actuelle. Donc pour moi, malheureusement, je suis désolée, Christian, que je n'ai pas fait honneur au discours, mais on va le poster parce que ça quand même c'est le discours officiel des Nations Unies. Je pense que j'ai quand même glissé un peu sur les sujets que tu as mis dans le discours. Mais je voudrais encore une fois remercier les partenaires et encore une fois, vraiment mettre l'accent sur la sévérité de la situation, l'urgence d'une réponse disciplinée et bien coordonnée, et aussi de l'espoir. Et de ne pas oublier les opportunités, parce qu'ils sont là. Merci beaucoup. On nous applaudit plus fort coordonnatrice résidente Système Nations Unies, Mme Filipa Richardson. Et puis, on nous applaudit nous pour l'intérêt que nous gagnons pour nous la matin. Mesdames, Messieurs, la lutte contre les violences basées sur le genre ne peut être dissociée d'un engagement institutionnel fort, ancré dans les réalités de terrain et porté par une vision claire des droits fondamentaux. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, à travers son action, incarne cette volonté de bâtir une société où la protection, la dignité et l'égalité deviennent des repères concrets pour toutes et tous. Ce matin, nous avons donc l'honneur de recevoir la ministre à la condition féminine, Mme Pélika Saint-Jean, sous vos ovations. Nous allons commencer avec l'allocution de la ministre. C'est quand même une ministre, donc je fais attendre. Ça arrive avec l'âge. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le directeur pays et représentant résident de l'ONU-SIDA en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Excellences les membres du corps diplomatique, Monsieur le vice-recteur de l'Université ISKEA, Monsieur le représentant du Forum de la société civile, Monsieur le coordonnateur national du RENAE, Madame la directrice du bureau de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles du MCFDF, Madame la coordonnatrice de la cellule santé et bien-être, distingués représentants, représentantes des institutions étatiques et non étatiques, chers leaders, chers jeunes, chers partenaires, chers membres de la presse, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un honneur et un moment de profonde satisfaction de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce dialogue intergénérationnel
organisés autour de thématiques cruciales pour l'avenir de notre pays et en particulier pour l'avenir de notre jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, étudiants, étudiantes, femmes, leaders, représentants, représentantes de la société civile, partenaires publics et privés, nous nous réunissons pour réfléchir ensemble sur des questions qui sont au cœur de nos préoccupations. À travers ces assises, nous allons questionner et transformer ensemble les défis urgents qui touchent notre jeunesse, notamment les grossesses précoces, le VIH-Sida, les violences basées sur le genre, le leadership et l'engagement civique des jeunes. Ces sujets sont non seulement d'actualité, mais ils sont aussi interconnectés et ils appellent à l'action collective, réfléchie et durable. Mesdames, Messieurs, les défis sont persistants et la jeunesse est exposée. Les statistiques sont alarmantes. Les grossesses précoces et non désirées chez des adolescentes, souvent accompagnées d'un abandon scolaire, compromettent les projets de vie de milliers de jeunes filles chaque année. À cet égard, dans le cadre d'un aperçu sur les grossesses précoces en Haïti, l'UNFPA indique que la proportion d'adolescents ayant déjà commencé leur vie féconde augmente rapidement avec l'âge. Elle passe de 3% à 15 ans, à 31% à 19 ans, âge auquel 28% de jeunes filles ont déjà eu au moins un enfant. Elle est nettement plus élevée dans les camps, 26%, qu'en milieu rural, 15%, et en milieu urbain, 13%. Dans les départements du centre, 19%, du nord-est, 18%, et de la Grand'Anse, 17%. Le département du nord-ouest, 9%, a enregistré la plus faible proportion d'adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde. Dans ce contexte, des spécialistes pensent que le manque d'éducation représente un des premiers acteurs de la grossesse précoce, car le nombre des adolescentes ayant donné naissance pour la première fois diminue nettement quand le niveau d'instruction augmente. Il passe ainsi de 27% chez les jeunes femmes sans aucun niveau d'instruction à 6% chez celles ayant atteint le niveau secondaire. Par ailleurs, le VIH-Sida continue de toucher de manière disproportionnée les jeunes femmes, souvent en raison de rapports de pouvoir inégaux, du manque d'accès à l'information et aux services de santé adaptés. Des informations en provenance d'ONU-SIDA en Haïti rapportent que